Merci. On va faire au mieux. Bonjour tout le monde. Donc je suis Iléana Héranger, psychologue au CHU d'Amiens au service de médecine légale avec le professeur Jardet, que je remercie de m'avoir invité à présenter cette communication. Alors c'est vrai que c'est effectivement un thème qui peut paraître, voilà, enfin qui est différent effectivement de peut-être des thèmes que vous traitez habituellement. Euh, Est-ce que vous pouvez je, partager votre communication, s'il vous plaît? oui, alors je vais faire partager l'écran. Euh, alors il faut que j'arrive à le faire. Euh, alors, euh, retentissement psychologique. Hop, voilà. Ouais, je vais lui proposer. Veuillez m'excuser Alors si c'est vous... bon, j'ai réussi à partager. Alors attendez, j'ai réussi à l'ouvrir, partager l'écran. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez? C'est parfait. Vous pouvez Parfait. lancer la présentation en PowerPoint. Ok. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Voilà, effectivement, je vais, pendant ces 15 minutes, vous essayer voilà, de vous parler du retentissement psychologique de la procédure pénale chez les victimes d'infractions. Euh, Parce que c'est un thème, en effet, qui est au niveau de l'évaluation du retentissement psychologique, que ce soit dans un contexte hospitalier, comme moi je peux le faire en ce moment, ou bien en expertise. On a chez les victimes, chez les personnes que nous rencontrons, une idée reçue dans le discours grand public qui est l'idée que ce sont les victimes qui poursuivent directement les auteurs. On accompagne des personnes qui n'ont pas nécessairement de connaissances concernant la procédure pénale, qui sont convaincues que quand elles déposent plainte, ce sont elles qui vont poursuivre directement l'auteur, voilà, enfin, présumé des faits. Alors qu'en réalité, elle dépose plainte auprès du procureur de la République, dont le rôle est de représenter l'intérêt général et donc de soutenir l'accusation. Hein. Le droit pénal a une fonction répressive et n'a pas pour but de soulager la souffrance des victimes. C'est une chose qui est difficilement comprise quand on reçoit les personnes, que ce soit à l'hôpital ou en expertise, et qu'on aborde de ces sujets. Donc la victime peut être représentée évidemment en tant que partie civile, où elle soutient l'accusation conjointement avec le ministère public, et l'évaluation du retentissement apparaît au moment d'évaluer le préjudice subi pour déterminer les dommages directement causés par la personne mise en cause. On voit bien qu'en parallèle, la victime a acquis une place grandissante dans le discours actuel. On a un certain nombre de lois depuis ces 40 dernières années qui sont sorties relatives à la fois à l'indemnisation des victimes, mais aussi à leur accompagnement, donc l'orientation des victimes, l'information, l'extension de l'accès aux droits, l'octroi de l'aide juridictionnelle. Et en fait, au travers de toutes ces lois que je ne vais pas non plus détailler parce qu'elles sont écrites dans la présentation et on a peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment de prôner l'idée que il faut aller au-delà de la réparation matérielle pour les victimes et qu'il faut aussi non seulement les orienter, mais aussi les soigner, les accompagner dans le temps. Et ça a participé à la redéfinition de la place de la victime, à la fois dans le procès pénal, mais aussi dans le discours grand public. Hein. Et donc, on reconnaît voilà, l'infraction comme étant une atteinte à la dignité de la victime, et c'est à ce moment-là que l'évaluation du retentissement psychologique va intervenir. Alors, concernant la place du psychologue en unité médico-judiciaire, très rapidement, les psychologues sont arrivés, enfin, on a redéfini la place des psychologues dans les services de médecine légale en 2010 avec la circulaire qui est sortie portant réforme sur la médecine légale. Donc les psychologues, maintenant, dans les unités médico-judiciaires, ont un temps donné, attribué pour soigner les victimes, mais aussi les évaluer le retentissement. Donc le psychologue arrive dans une temporalité qui est assez spécifique, qui est à la fois la temporalité de la justice, qui est marquée par des lenteurs de procédure, des délais d'enquête et d'audiencement des affaires qui sont longs, voire très longs. Et en même temps, nous arrivons dans une temporalité psychologique qui est celle de l'urgence pour les patients que l'on reçoit.
avec des patients donc, qui arrivent très en détresse, vraiment très proches des faits, souvent juste après le dépôt de plainte, dans une fenêtre temporelle qui est réduite. On voit bien que les attentes vis-à-vis de la justice et les attentes vis-à-vis de la guérison au niveau psychique sont assez, parfois, rentrent en résonance. Donc, globalement, le psychologue en UMJ a une double activité qui est à la fois d'évaluation du retentissement psychologique, mais aussi de soins et d'accompagnement des victimes. Et on voit bien que ces deux postures-là ont du mal parfois à se coïncider. Au niveau des infractions rencontrées en unité médico-judiciaire, on a des patients qui globalement déposent plainte pour des violences conjugales, des violences sexuelles, intrafamiliales ou extrafamiliales, des conflits de voisinage, du harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail ou des agressions en dehors du cadre familial. Donc des agressions souvent, par exemple, en soirée ou dans la rue, des choses comme ça. Le retentissement psychologique, au moment où le patient arrive dans notre consultation, nécessite que l'on explore les conséquences psychiques de l'événement, que l'on va appeler un fait générateur, hein, au sens du DSM-5, qui est une des principales classifications utilisées en psychiatrie. Et on va rechercher des diagnostics psychologiques ou psychiatriques qui pourraient nous aider à déterminer ce retentissement. Donc, on va avoir l'état de stress aigu qui regroupe toutes les manifestations psychotraumatiques entre 2 jours à 1 mois. Donc là, la temporalité est importante. Souvent, c'est très difficile à évaluer. L'état de stress post-traumatique, donc qui est vraiment la manifestation principale des conséquences psychotraumatiques au-delà de 30 jours. L'état dépressif caractérisé et les troubles de la personnalité associés, possiblement. Bien évidemment, aujourd'hui, les patients rencontrés en unité médico-judiciaire sont principalement des victimes de violences conjugales et sexuelles, et ce sont des personnes qui présentent ce qu'on appelle en psychopathologie un traumatisme de type 2, c'est-à-dire qui présentent souvent en fait une accumulation de violences vécues au fil des années. Donc, effectivement, la porte d'entrée dans notre consultation, c'est un fait, voilà, enfin, en tout cas, un événement particulier, mais on s'aperçoit que de toute façon, c'est une accumulation dans l'histoire de vie de ces patients. Donc, ils vont avoir des problèmes d'attachement, une enfance marquée par des violences, des abandons, des maltraitances, un parcours de vie chaotique, des difficultés dans tous les domaines, social, financières, professionnels, une faible estime de soi, une difficulté à gérer leurs émotions et des problèmes relationnels forcément qu'ils rencontrent dans tous les domaines. Et du coup, le but n'est pas de vous dresser une liste de toutes les manifestations psychopathologiques, c'est pas le sujet, mais c'est simplement pour dire que forcément toute cette configuration ne fait qu'accentuer le risque d'être reconfronté au système pénal. Forcément, avec toutes ces difficultés, on voit bien que, au bout d'un moment, l'arrivée dans le système pénal semble être quelque part l'aboutissement, malheureusement, de ces parcours de vie. Donc, du fait de toutes ces caractéristiques, le retentissement psychique de la procédure pénale, c'est-à-dire les effets d'être rentré dans cette procédure pénale, va être de plus en plus compliqué. On va avoir une intolérance à la frustration chez ces patients, donc ce qui vont faire que du coup les délais de la justice vont être vécus de façon encore plus insupportable. On va avoir des réactions psychotraumatiques que l'on a déjà évaluées en principe au moment de l'évaluation du retentissement, qui vont se réactualiser lors des auditions avec les OPJ, lors des entretiens avec leurs avocats, où ils vont devoir à chaque fois reparler des faits, et donc il va y avoir une résonance psychotraumatique entre le fait générateur et toutes les étapes de la procédure pénale qui vont réactualiser leurs symptômes. Ce qui ne leur rendra absolument pas service dans certains cas, puisque ça peut être interprété en fonction de qui on a en face, comme étant une difficulté à relater les faits, un manque d'implication, voire en cas de dissociation traumatique, c'est-à-dire de déconnexion de la personne avec ses événements, avec son vécu, produire même l'impression que la personne ne ressent rien, est complètement détachée de son vécu, qui donne en fait l'impression que finalement, il n'y a pas de retentissement psychologique. Que quelque part, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose pour cette personne, puisqu'elle n'a pas l'air de le vivre si mal que ça, hein, en d'autres termes. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal aussi au niveau des figures d'autorité que peuvent représenter aussi les personnes
liés à la procédure pénale, les officiers de police, les magistrats surtout, les avocats, qui sont liés voilà, à des croyances négatives de leur vie, qui réactivent leur sentiment d'impuissance, de ne pas avoir de droit. Hein. Ce sont des personnes qui voilà, ont vécu des événements traumatiques qui leur ont donné l'impression qu'elles n'avaient aucun pouvoir la plupart du temps. Et donc la procédure pénale va ne faire que réactiver cette configuration psychique. Alors, encore une fois, le propos n'est pas de dire que c'est un problème au niveau de la procédure et que c'est une mauvaise chose et qu'il faut voilà, accabler en fait la, la, la configuration de la procédure pénale, puisque, comme on le dit régulièrement, la procédure pénale n'a pas pour but, la justice pénale n'a pas pour but de soulager la souffrance des victimes. Il y a une fonction répressive qui est tout à fait entendue, et donc, en effet, nous, on doit composer tout simplement avec cette réalité-là. Donc, du coup, ça peut effectivement aggraver leur symptomatologie. Et en fait, c'est quelque chose que nous devons traiter en même temps que nous traitons les symptômes de base qui sont liés aux faits générateurs. Donc, en fait, on doit traiter un double retentissement psychologique, à la fois celui qui est lié aux faits générateurs et en même temps celui qui est lié aux aléas de la procédure. Et si on ajoute ça aussi le fait que le traumatisme psychique produit des effets sur la mémoire, puisque c'est effectivement une grande partie des troubles, ça rend encore plus difficile le récit des faits, puisque la mémoire est souvent altérée, il y a des difficultés de récupération au niveau des événements, au niveau des détails, qui sont en fait parfois incompatibles avec le fait de pouvoir tenir une audition, de rapporter les faits précisément, et ça pose parfois de nombreux problèmes au niveau de la qualification des faits. Il peut y avoir effectivement des poursuites qui s'arrêtent, des plaintes classées, parce que pour insuffisance de possibilité de caractériser l'infraction et malheureusement l'incapacité parfois de pouvoir donner des détails précis, circonstanciés pour les victimes, ça leur porte parfois préjudice. Donc, effectivement, voilà, comme je l'ai dit, la procédure pénale en elle-même peut générer une souffrance et une résurgence des symptômes. Donc, on a différents moments qu'on identifie où on sait que les patients vont être particulièrement à risque de réactivation traumatique et où le retentissement psychologique va devoir être réévalué et accompagné de nouveau. Hein, le fait qu'il est possible de requalifier les faits à tout moment de la procédure, le fait qu'on a une multiplicité des auditions et des entretiens, je l'ai dit, qui oblige à chaque fois à rappeler les faits, l'absence ou l'abandon des poursuites, hein, voilà, classement sans suite ou non-lieu dans le cas d'une procédure à l'instruction, ou bien quand les décisions tout simplement sont vécues comme insatisfaisantes dans le cas d'une mesure alternative aux poursuites, quand il n'y a pas de renvoi devant un tribunal et que la personne mise en cause voilà, doit accomplir un stage de sensibilisation, par exemple dans le cas des violences conjugales, et où en fait il y a vraiment une méconnaissance de l'organisation des juridictions et de la procédure pénale, et qui du coup en fait réactive la souffrance des personnes. Ceci dit, le fait de se saisir pour les patients de la justice comporte des aspects, pour nous psychologues, psychothérapeutiques. Le fait que déjà ça ouvre la porte à une aide concrète et à un réseau de professionnels qui permettent d'améliorer leur situation sociale, financière, la recherche de logement, être informé effectivement des tenants et aboutissants de la procédure, qui est un préambule à toute psychothérapie. Pour pouvoir accompagner un patient efficacement, il faut effectivement que toute sa réalité matérielle puisse être sécurisée, sans quoi on ne pourra pas travailler. La possibilité de retracer les faits en les récitant au moment des auditions, au moment des entretiens avec les avocats, avec les juristes, permet une confrontation à une réalité alternative, c'est-à-dire le fait de permettre aux patients de réaliser que les faits ne sont pas acceptables. Dans le cas des violences conjugales, les victimes ne déposent plainte pas, elles déposent plainte pas par plaisir de nuire, elles déposent plainte parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont arrivées aux extrémités, elles ne peuvent pas faire autrement. Et le fait d'avoir des auditions avec des personnes spécialisées qui leur disent que les faits ne sont pas acceptables, et d'ailleurs les faits sont punis par la loi, euh, et que du coup, en fait, ça n'est pas juste une personne isolée qui décide que les faits ne sont pas acceptables, c'est finalement toute la société représentée en l'espèce par le parquet. Forcément, dans leur configuration psychique, ça peut également les aider. Ça permet de rappeler voilà, l'interdit posé par la société en cas de violence sexuelle, de violence conjugale notamment.
Et donc, du coup, ça leur permet de retrouver un sentiment de contrôle et de sortir de ce que j'appelle l'impuissance acquise, c'est-à-dire cette croyance depuis des lustres que les victimes n'ont pas de droit, qu'elles ne vont pas être entendues, qu'elles auront beau chercher, demander de l'aide, elles ne seront jamais entendues. Donc effectivement, le fait de saisir la justice, de s'insérer dans une procédure pénale, a de toute façon des effets thérapeutiques en soi. Donc, pour terminer, au moment de l'évaluation du retentissement psychologique, quel va être notre rôle, nous, psychologues en unité médico-judiciaire? Ça va être de ménager un espace qui sera à la fois sécurisant pour ces victimes, au carrefour du soin et de la justice, de reconnaître le caractère réparateur aussi de cette procédure et en même temps de faire entendre que le chemin peut être difficile. Le travail du psychologue va être de composer entre les attentes de la victime, qui parfois peuvent être tout à fait, non pas, pas irréalistes, mais en tout cas assez complexes, et la réalité de la procédure pénale. Et ça va aussi être notre rôle de faire entendre que les délais peuvent être longs, que c'est pas nécessairement le signe qu'il faut arrêter tout travail thérapeutique. Ça nous permet aussi d'analyser le rapport de la victime à la procédure. C'est une aide au moment de l'évaluation du retentissement psychologique. On voit bien qu'en fonction des personnes, elles n'ont pas les mêmes attentes par rapport aux faits. Ça peut dire aussi quelque chose d'une dynamique de personnalité, hein, voilà, c'est-à-dire une posture qui est décrite comme victimaire, comme paranoïaque, comme dépendante. Voilà, ça va forcément réactiver des choses au niveau de la procédure et ça, on va aussi pouvoir l'analyser en fonction des rapports qu'entretient la victime avec cette procédure. Donc, on va devoir effectivement prendre en compte la réalité externe, voilà, tous les événements concrets qui se passent tout au long de la procédure, sans quoi on ne pourra pas travailler. Hein. On ne peut pas anticiper les avancées de la procédure, on n'est pas enquêteur, on n'est pas magistrat, et en même temps, il ne faut pas qu'on les minimise. Donc, globalement, pour terminer, notre place à nous d'évaluateurs du retentissement, psychologique en UMJ, qu'on soit dans le cadre d'un examen psychologique sur réquisition ou d'une expertise un peu plus tard dans la procédure, je pense notamment aux expertises au moment de l'instruction, ça va nécessiter vraiment à chaque fois de reclarifier notre positionnement et surtout de bien clarifier notre rôle dans le système pénal. Parce que sinon, effectivement, on risque de se retrouver dans des conflits d'intérêts, dans des difficultés d'accompagnement de la victime et aussi au niveau de l'aide qu'on peut apporter à la justice au moment de l'expertise, on ne sera pas forcément efficace ni pour le patient ni pour le magistrat dans notre rôle d'avis technique qu'on doit lui apporter. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Merci infiniment, Madame, de cet exposé très clair. Avant de laisser la parole à l'auditoire, je voudrais signaler aux collègues dans les UMJ, effectivement, il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait pas de psychologue et c'est vraiment quelque chose qui, dans le cadre de la prise en charge des victimes, en particulier en cas de procédure pénale, puisque là, on n'a parlé effectivement que de la procédure pénale, c'est quelque chose qui a transformé les victimes et qui a transformé aussi la manière de présenter les choses au sein de nos UMJ. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et c'était très clair et je pense que vous avez bien fait d'insister sur votre rôle de psychologue au sein de la prise en charge des victimes. Ça, la psychologue, ça fait partie effectivement de la prise en charge. Ça fait partie aussi, vous voyez que c'est complexe, hein, de la guérison, si je puis dire. On dit que c'est toujours une myriade, une procédure pénale, et quand ça se termine bien avec l'aide d'un ou d'une psychologue, c'est toujours quelque chose de gagnant-gagnant pour la victime. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, une question. Monsieur Devalet. Oui, bonjour. Je suis Pierre Devalet, je suis expert judiciaire et exclusif de justice. Je ne fais pas d'autres expertises depuis 20 ans et j'ai beaucoup d'expertise pénale. J'ai une remarque. La première, c'est que je vois beaucoup de victimes d'agression, enfin d'infractions pénales et je suis entièrement d'accord avec votre approche de la chose. Le problème, c'est que j'en vois beaucoup qui ne sont jamais passés par l'UMJ, voilà, et qui n'ont jamais eu l'occasion. Et comme en plus, il y a une forte proportion de gens qui n'ont pas les moyens de se payer une défense
correcte, ils sont à l'aide juridictionnelle et que leur avocat joue à peine le jeu, beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun conseil. Je vois arriver en expertise des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Voilà. Et j'en arrive à jouer le même rôle que vous jouez, c'est-à-dire à transformer une évaluation de préjudice en psychothérapie, leur expliquer les méandres de l'expertise pénale et tout ce que vous faites, mais certainement pas avec la même compétence en plus. Ça, c'est une remarque. Donc, il y a une grande inégalité pour arriver enfin, dans l'accès à votre mission. Et deuxièmement, j'ai une question. J'ai eu l'occasion de voir une victime qui, elle, avait été prise en charge par une psychologue clinicienne, mais qui exerce hors de l'UMJ, qui exerce en libéral, et à qui j'ai demandé un rapport parce que ça m'aurait beaucoup aidé pour permettre une évaluation du préjudice psychologique, hein, des séquelles psychologiques, et qui m'a répondu qu'elle ne pouvait pas, parce que son statut de psychologue ne lui permet pas de faire un diagnostic. Je vous dis ce qu'elle m'a dit, hein. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Elle ne pouvait pas faire un diagnostic. À partir du moment où il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas évaluer des séquelles pour une maladie psychiatrique, psychologique, et donc évaluer. Alors, je ne sais pas quelle est la véracité de cette affirmation, si elle ne voulait pas le faire ou si c'était effectivement un obstacle juridique à sa conclusion. Donc, j'étais obligé de faire appel à un psychiatre, médecin, pour évaluer les séquelles psychologiques ou psychiatriques. Allez-y, madame, vous avez bien compris la question? Oui? Oui, alors, par rapport à votre remarque, oui, effectivement, alors, nous, au CHU d'Amiens, les patients ont la possibilité de contacter, me contacter s'ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Donc ça leur est systématiquement proposé au CHU d'Amiens. Donc en fait, on peut, enfin voilà, en tout cas, ils ont cette possibilité de se saisir de l'accompagnement psychologique qui leur est proposé. Donc de ce point de vue-là, on considère qu'il n'y a pas nécessairement d'inégalité voilà, à ce niveau-là, en termes d'accès. Après, par rapport à la question du diagnostic, enfin, votre question par rapport au diagnostic, c'est vrai que nous, psychologues, on n'est pas médecins. Donc, effectivement, on ne peut pas poser de diagnostic médical, psychiatrique par rapport à une pathologie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement poser ce qu'on appelle des hypothèses diagnostiques, c'est-à-dire alors après, si vous voulez, c'est pas une question qui est tranchée même chez les psychologues, c'est-à-dire cette idée du diagnostic. On a des psychologues qui considèrent que on est quand même capable de poser ce que nous appelons des diagnostics psychologiques, puisque ça relève de nos fonctions et de nos capacités. Mais effectivement, on a d'autres psychologues qui vont défendre l'idée qu'on n'est pas médecin, et donc on ne peut pas poser de diagnostic au sens psychiatrique du terme. Maintenant, après, on peut tout à fait défendre l'idée d'une compatibilité entre un tableau clinique et une hypothèse diagnostique. En fait, clairement, dans les écrits, on ne va pas forcément dire Monsieur X est atteint de telle pathologie psychiatrique. Bon, là, en l'espèce, par exemple, un état de stress post-traumatique au sens du DSM-5, mais on peut quand même donner des informations sur la compatibilité entre les symptômes qu'on observe et un diagnostic du DSM. Enfin, au niveau formel, voilà, même si on n'a pas envie de poser un diagnostic comme si on était médecin, on peut quand même évoquer des hypothèses diagnostiques psychologiques. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, je peux pas répondre à la place de cette psychologue. Elle a peut-être aussi des raisons voilà, de ne pas se prononcer. Maintenant, après, dans les réquisitions dans les questions posées dans les réquisitions pour l'évaluation des victimes, on a souvent l'étude de la personnalité, l'affectivité, l'émotivité, et aussi relever les éventuels symptômes et grands syndromes qui pourraient permettre d'alléguer un retentissement psychologique. Donc, même si on ne le formule pas sous forme de diagnostic médical, si on répond aux questions de la mission, voilà, on peut quand même donner son avis. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Très clair. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On ne peut pas parler à la place de cette personne. Merci. Monsieur Vincent, je vous en prie. On lui donne un... Tenez. Ah oui, voilà.
Merci, Monsieur le Président. Une question, Madame. Avez-vous des intervenants de la procédure, des magistrats ou des policiers qui viennent vous voir dans des circonstances particulièrement dramatiques? Je fais allusion personnellement à une expérience que j'ai eue comme expert judiciaire où le procureur d'une ville de province avait commencé sa carrière en ramassant les cadavres pendant toute une après-midi et il avait passé sous silence les conséquences que l'on peut imaginer comme potentiellement dramatique. Alors, votre question, c'est plutôt pour faire un débriefing, c'est-à-dire par rapport à des conséquences très difficiles. Est-ce qu'on a des professionnels qui viennent nous voir, c'est ça? Exactement. Pour échanger, oui. Alors moi, des magistrats, des policiers, non, ça m'est pas arrivé. Par contre, après, je fais régulièrement des débriefings de professionnels, en effet, et donc là, on sort du cadre de l'expertise, là, c'est vraiment de la psychothérapie, et où effectivement, je fais régulièrement des débriefings avec des professionnels quand il y a des événements dramatiques, notamment des féminicides. Et malheureusement, dans la Somme, on en a eu quelques-uns ces dernières années, les féminicides, ou bien auprès d'enseignants ou de personnel éducatif quand il y a des suicides d'adolescents. Ça arrive, malheureusement, c'est arrivé ces derniers temps. Et oui, je participe à des débriefings pour effectivement accompagner ces professionnels qui développent souvent des traumatismes. Enfin voilà, où là pour le coup, il y a un retentissement psychologique vraiment important. Et où, en effet, on essaye de les prendre en charge le plus vite possible, puisqu'on sait que plus vite on réagit pour accueillir ces personnes et les orienter et normaliser aussi leurs symptômes, parce que c'est aussi ça voilà, la grande interrogation. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, c'est qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place d'eux. Et en fait, voilà, le débriefing sert à ça. Voilà, à normaliser aussi leurs questionnements, leurs symptômes, et leur dire que finalement, ça fait aussi partie, malheureusement, de nos métiers, où effectivement, de par les fonctions qu'on occupe, bah, voilà, à un moment donné, on est tous exposés à ce type de situation. Donc oui, pour répondre à votre question, alors les magistrats policiers, non, mais par contre, oui, pour le coup, faire des débriefings de professionnels qui vivent ça, oui. Merci de votre réponse très claire. Nous allons poursuivre la séance. En tout cas, merci Hélène et Anna de votre excellente présentation. Et dans ce que vous Avec plaisir. disiez, pour terminer, pour répondre à la question, les débriefings, c'est excessivement important et intéressant, puisque je me souviens que nous, nos 3 psychologues avaient organisé toute une session sur la prise en charge des victimes, et en particulier des victimes de viol. Et la question qui avait été posée était: peut-on avoir, entre guillemets, une activité sexuelle après avoir été violé? Eh bien, je peux vous dire que les médecins qui ont participé dans le cadre du service à, comment dirais-je, ce débriefing organisé par les 3 psychologues s'en souviennent encore. On a appris absolument plein de choses. Et a posteriori, ça sert aussi dans le cadre de la prise en charge pour enfin, le viol, là, on est dans les affaires criminelles. Enfin, je veux dire, c'est quand même excessivement grave. Merci encore à vous. Et puis,